Après, on a le positionnement grégaire. Donc là, vous voyez, positionnement grégaire, c'est deux axes. On a un rapport de force, l'axe vertical, et on a un axe de rapport de confiance en l'autre, qui est l'horizontal. Et donc là, on est dans un domaine qui est plus le domaine de la psy, parce que quand on est à l'extrême d'un dominant, ben, on devient assassin. Quand on est à l'extrême d'un axial, c'est le délire. Quand on est à l'extrême d'un soumis, on va se suicider. Quand on est à l'extrême d'un marginal, on est paranoïaque. Donc c'est un peu plus le domaine du psy pour aller vraiment travailler sur des excès de dominance, de marginalité, d'axialité, etc. Par contre, c'est un domaine essentiel dont il faut être conscient quand on travaille avec une équipe, parce que imaginez que vous êtes le manager et que vous avez un dominant dans l'équipe. Le dominant, naturellement, il a envie, et ce n'est pas forcément conscient, mais c'est comme ça, un dominant, il n'a pas envie de forcément le faire le travail des soumis, il a envie d'être un peu VIP, il a toujours le sentiment qu'il en fait trop, etc. Donc quand on a un dominant dans l'équipe, c'est une personnalité particulière et qu'il va falloir vraiment apprendre à gérer. Parce que c'est inconscient, ça varie en fonction du groupe, mais effectivement, une personne qui pourrait être tout à fait OK dans un groupe, eh bien, va arriver dans un autre groupe et là, manque de peau, il y a un autre dominant, mais elle ne se sent pas OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a deux dominants dans une équipe ou dans un groupe, eh bien, il se passe ce qui se passe au côté animal, il y a un combat des chefs. Donc, comment éviter de tomber dans ce combat des chefs et comment aussi éviter d'avoir des problèmes qui vont être liés au fait que peut-être qu'on a fait perdre la face au dominant. Et peut-être que c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire, parce que du coup, on va provoquer quelque chose qui s'appelle l'effet rebond et qui va être encore plus dominant. Donc, c'est pile poil à ce niveau-là qu'on gère la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que les raisons de la mauvaise foi, c'est précisément ça. C'est que la personne ne veut pas perdre la face. Comme je disais, un dominant, il est toujours tranquille. Enfin, un dominant, vous le repérez déjà au non-verbal. Il prend sa place, il est à l'aise. Il n'y a pas de problème. Il est là, il est vraiment là. Par rapport à cette dominance, il ne veut absolument pas perdre la face par rapport au reste du groupe. Et donc, si vous lui faites perdre la face, il va forcément rentrer dans la mauvaise foi. Parce que lui, peu importe, il ne veut pas perdre la face, ni même par rapport à vous, ni par rapport au groupe. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller l'attaquer de front, parce que si on l'attaque de front et qu'on commence à s'énerver, quelque part, il a raison. Il a gagné plutôt, parce qu'il a réussi à vous déstabiliser. Il a réussi à déstabiliser la personne, donc quelque part, il est le maître du jeu. Alors que si on le prend différemment, dans une posture assez particulière qu'on appelle la posture du faux naïf, eh bien, on va partir du principe que ce qu'il nous dit est vrai, même si on n'y croit pas un instant, mais on va en tout cas se positionner comme ça. Et donc, on va lui poser des questions au fur et à mesure. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'être dans cette posture totalement préfrontale, adaptative, en disant, OK, de toute façon, je gère, je vais voir ce qui se passe, et on rebondit, mais on va poser des questions de manière à, au fur et à mesure, créer un entonnoir, j'ai envie de dire, un entonnoir où la personne, de toutes les manières, on va lui laisser la possibilité de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Imaginez Colombo. Colombo, il a sa petite note là, et donc il va poser des questions, et puis il note, et puis il note, et puis il note, à nouveau il note. Et il ne fait que poser des questions pour essayer de comprendre. Hein. Donc il part du principe que ce qu'on lui dit, c'est vrai, mais il a besoin de comprendre, il se gratte les cheveux. Et donc c'est un peu ça. J'ai besoin de comprendre, je pars du principe que ce que tu me dis est vrai, mais par contre, je ne comprends pas. Donc je prends des notes, je pose des questions, je laisse des temps de silence, je réfléchis. Et au fur et à mesure, quelque part, c'est dans cette posture-là qu'on va déstabiliser la personne en mauvaise foi, parce que tiens, ça marche pas, elle ne s'est pas énervée, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc après, dans cet entonnoir de questions, réussir à un moment donné à ce qu'ils disent, bon, ok, c'est bon, je m'en occupe. Et à ce moment-là, on va pouvoir passer dans l'étape après, qui est la communication consensuelle, c'est-à-dire, ok, comment on fait maintenant? Et comment on va aussi baliser le terrain, là, c'est avec des outils comme la délégation qu'on avait vu dans le webinaire précédent, comment on va baliser le terrain de manière à être certain que, ok, il est sorti de sa mauvaise foi, ok, il a dit qu'il va le faire, mais on lui laisse aucune possibilité de recommencer à aller en mauvaise foi. C'est-à-dire, il y a des éléments à prendre en compte. Et là, c'est très impressionnant et ça marche très bien. C'est une posture, j'ai envie de dire, c'est très amusant. Parce c'est là que je dis, on a 50% normalement de la relation, mais là, on a 100% de la relation parce que on comprend ce qui se passe. On n'est pas là pour enfoncer la personne. On n'est pas là pour rentrer dans le conflit. On est juste là pour l'amener à
trouver ce consensus, qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction. Et donc, par rapport à cette posture, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus curieuse, eh bien, on va amener la personne petit à petit à sortir de sa mauvaise foi. Et ça fonctionne très bien. J'ai pu avoir des expériences tout à fait sympathiques, mais ça marche très, très, très bien.